Bonjour Martin Aubé, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de ton métier et puis de la pollution lumineuse. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au Cosmodome. On s'intéresse beaucoup aux carrières qui sont reliées aux sciences de l'espace, puis on s'intéresse beaucoup au ciel de nuit, puis à tout le problème de la pollution lumineuse. Alors, on est très heureux que tu aies accepté de nous parler. On se tutoie parce qu'on vient du même domaine, puis on s'est croisés dans quelques conférences, donc on va y aller comme ça. Donc, Martin Aubé est un enseignant, un professeur au cégep de Sherbrooke, puis il est aussi, en même temps, il est un chercheur en physique. Et puis, ben, ma première question pour Martin, ça va être, est-ce que tu peux nous parler de ton travail, s'il vous plaît, ton métier? Ben oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ben, mon travail, en fait, comme tu l'as mentionné, je me permets aussi de te tutoyer, donc si ça ne te gêne pas. Ben non. Donc, dans le fond, je suis prof de physique, hein, fait que mon travail, c'est à la base, c'est d'enseigner la physique au cégep. N'empêche que bon, maintenant, ça va faire plusieurs années, j'aime autant pas dire le nombre d'années, là. J'ai commencé à faire de la recherche, puis avec les années, bon, la part de mon temps qui est associée aux travaux de recherche augmente toujours. Donc, j'enseigne de moins en moins, si on veut, au cégep, puis je fais de plus en plus de recherche. Fait que ma journée, mon travail, c'est quoi, au fond? C'est faire de la recherche, donc essayer de comprendre la pollution lumineuse. Ça veut dire beaucoup de choses. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais notamment la comprendre au niveau théorique, parce que bon, je suis un physicien, puis j'ai quand même des aptitudes à la théorie, hein, comme d'autres physiciens. Puis aussi au niveau de la mesure, comment on peut la détecter, la mesurer. Puis donc ça, c'est ma partie recherche. Puis je donne des cours de physique, mais il y a comme une partie de mes activités qui est un peu entre les deux, où finalement j'ai décidé, il y a plusieurs années de ça, de pas juste me contenter de faire mes recherches dans mon coin, mais d'inclure mes étudiants aussi dans ce mouvement-là. Donc, j'ai des étudiants du cégep que j'initie à la recherche aussi, à travers tous les projets en C'est cours. extrêmement intéressant ça parce que ça peut être décourageant quand on commence des recherches, des études comme ça en sciences. On se dit que ça, on va aller à l'école longtemps puis on ne pourra pas se mettre le nez dedans avant plusieurs années, mais de pouvoir commencer tout de suite, ça peut être un facteur très motivant, j'imagine, pour tes étudiants. Ben, je le vois, c'est très motivant, là, tu sais. On est, tu sais, l'habitude qu'on a par rapport ou la vision qu'on a de l'enseignement, souvent, c'est un peu une tâche harassante, puis il faut faire le cours, puis c'est quoi qui va compter à l'examen, monsieur le professeur, là? C'est souvent les Mhm. questions qu'on a, mais dans le contexte où je le fais, pas du tout, là. Puis les étudiants, souvent, ils oublient qu'il y a des évaluations, mais il y en a, il faut qu'il y en ait quand même, là, à un moment donné. Oui. Il faut donner une note, sauf que, tu sais, ils ne comptent pas leur temps, puis c'est vraiment super. Puis la recherche ouvre d'autres opportunités pour les étudiants qui participent aussi, parce que, tu sais, en recherche, il y a des bourses de recherche, il y a des Ouais. déplacements, je pense, presque à chaque année, on va à l'international. Évidemment, bon, cette année, je doute fort que ça arrive, là, mais souvent, je suis allé au Mexique, en Argentine, en Espagne, un peu partout, en Chine même, avec mes étudiants pour faire soit des conférences et ou des mesures, mais souvent des mesures terrain. Ça, c'est vraiment super. Ouais, oui, ça change du cours de cégep où on fait juste les calculs. Là. J'aurais aimé ça. Vraiment. J'ai étudié en physique, moi aussi. Oui, Là, puis on arrive aussi, tu sais, la particularité, c'est qu'on a des vraies données. Tu sais, ben, je veux dire, je veux pas dire que les données qu'on utilise dans les cours sont pas vraies, mais sont souvent arrangées un peu avec le gars des vues. Tu vois, le oui, prof a déjà préparé le cours, le laboratoire, puis il sait que ça va bien marcher, mais dans le contexte où, comme je le fais, c'est pas ça, là. Les données, résoudre on un vrai les a pas problème. encore. Puis, fait que des fois, il y a beaucoup de bruit, il y a les données sont pas de très bonne qualité parfois. Puis il faut, ben, c'est ça la réalité de la science. Fait que les jeunes, comme ça, ils peuvent découvrir c'est quoi être un scientifique finalement de Vrai, près, là, parce que c'est la vraie vie, là. puis là, ben, ils sont prêts après, quand ils font le choix à l'université, ben, ils savent en toute connaissance de cause Oui, à oui, quoi oui, tout à s'attendre. fait. J'en C'est ai vraiment. plusieurs, en fait, qui sont passés par là, qui, bon, maintenant, je comprends pas ce qu'ils font maintenant, là, tu sais, ils sont dans d'autres domaines, mais sont très spécialisés, soit en physique quantique ou peu importe, là, tu sais, dans toutes sortes de domaines, même dans les sciences de la vie, parce que, au fond, je suis au cégep, hein, fait que j'ai des étudiants que je rêvais de voir continuer en astrophysique, mais finalement sont en microbiologie ou en d'autres domaines qui sont tout aussi intéressants, là, mais que je comprends plus rien de ce qu'ils Non, font. c'est ça. C'est moins notre domaine. Euh,
Est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir qu'on a cette possibilité-là en tant qu'étudiant? Maintenant, on va peut-être s'intéresser un peu à ton parcours. Comment on fait pour devenir comme ça chercheur en physique et professeur? Bon, ben écoute, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un peu passé la charrue là, pour déblayer le chemin. Parce que OK. quand j'ai commencé ça, ça fait longtemps, c'était en 2002, donc bon, 18 ans déjà. Puis à l'époque, ça n'existait pas, la recherche au collégial. Euh, Moi, j'ai démarré le projet en me disant, c'est un peu drôle parce que juste, moi je dirais ça, je trouvais que les étudiants au cégep étaient très créatifs. Tu sais, une des qualités d'un chercheur, c'est la créativité, là. Mhm. Puis les étudiants au cégep, qui n'ont pas l'esprit très, encore, je devrais dire encore très fermé, dans le fond, dans le sens qu'ils ne sont pas spécialisés, ils sont assez curieux, ouverts à un peu toutes les idées, puis, entre guillemets, pas pollués par des idées préconçues. Donc, j'avais lancé à l'époque, en 2002, dans ma classe, là, aux étudiants, c'est un peu une boutade, là, je dis, vous avez toutes les qualités des chercheurs, tu sais. Puis là, ben, il y a des étudiants qui étaient venus me voir à mon bureau, disant, est-ce qu'on peut faire de la recherche? Ben, peut-être. Puis là, on a parti le projet comme ça. Depuis ce temps-là, en fait, au début, c'était un peu soutenu par le cégep, là, avec les moyens du bord. C'était pas très, très facile de faire ce qu'on faisait. Mais depuis ce temps-là, ben, il y a des programmes qui ont été mis sur pied pour des subventions de recherche. Puis là, ben, là, on a des très bonnes conditions. Là. Toute proportion gardée, c'est très bien. Même, ça s'approche de ce qu'on peut avoir comme condition à l'université. Donc, c'est extraordinaire. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on initie des jeunes à des carrières scientifiques aussi. Tu sais. Vraiment. Ce qui avant n'était pas possible. Tu sais, je regarde, fallait attendre pratiquement à la maîtrise pour accéder à ça. Mais maintenant, Oui. ben, ça se passe au secondaire. Puis on a même un projet là, qui va démarrer l'an prochain qui va inclure aussi des étudiants, des élèves du secondaire. Fait que, là, ça va être une collaboration de mentorat avec les élèves, les étudiants du cégep. Là, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. En fait, la limite, c'est nous qui l'imaginons, hein, qui la Oui. mettons en place. Ben, Fait que c'est c'est. ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est créé. Puis, ben là, je peux dire comme un peu le mouvement est parti. Là. Fait que c'est sûr qu'on dépend, comme tous les chercheurs, de subventions. Puis, il faut appliquer, il faut avoir des sous parce que moi, mon métier, c'est prof. Là. Fait que Mhm. si j'arrête d'avoir des subventions, je ne fais plus de recherche. J'ai pas de temps. Tu sais, c'est un peu différent pour ça de l'université, dans le sens que j'ai pas une partie de ma tâche officiellement dédiée à la recherche par défaut. Tu sais, faut que je trouve l'argent pour racheter mes cours, entre guillemets, pour m'enlever des cours. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ben, Mais c'est jusqu'à vraiment là, ça fait intéressant. 18 ans, ça marche, fait que j'ai pas de problème. Ben oui, puis j'aime ça le fait d'inclure des jeunes de plus en plus tôt. Tu sais, ça peut permettre d'en accrocher là, qui se seraient Mhm, découragés. Moi, j'ai dû attendre jusqu'à la maîtrise là, avant de faire c'est ça. la Souvent, recherche. c'est J'aurais ça. aimé ça avant, donc chapeau pour ça. Euh, Merci. c'est vrai que tu as fait un doctorat en télédétection, puis Oui, qu'il y a un rapport entre la télédétection puis la pollution lumineuse. oui. Puis même, je dirais, un rapport entre la télédétection puis l'astronomie et l'astrophysique. OK. C'est assez drôle, hein? C'est les mêmes techniques. Dans le fond, au niveau instrumental et tout, là, c'est pareil. C'est juste que, dans le fond, on regarde pas des astres lointains, on regarde celui qui est très proche de nous. Là. Mais la plupart de la télédétection, c'est de travailler avec des images aéroportées ou spatiales, donc de satellites ou prises par les astronautes dans la station orbitale. Là. Donc, on regarde la Terre, mais c'est sûr qu'on est proche, donc on a beaucoup de détails. C'est un défaut des fois, là, parce qu'on voit trop de détails, puis c'est plus compliqué à analyser. OK. Mais en même temps, on peut mettre des instruments un peu partout. Ça, c'est intéressant. Fait que moi, au niveau pollution lumineuse, quand j'ai fait mon doctorat, je ne travaillais pas sur la pollution lumineuse, mais j'ai comme bifurqué vers ça. Donc, ça l'a impliqué de mettre au point des appareils, entre autres des spectromètres. Des spectromètres, c'est des appareils qui sont capables de distinguer les différentes couleurs ou les longueurs d'onde. Donc, Mhm. avec ça, on peut mieux comprendre la pollution lumineuse. Puis, les derniers travaux que je fais là actuellement, je pourrais peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, mais on travaille à mettre sur place un appareil qui va dans l'espace pour mesurer la pollution lumineuse. Je dis dans l'espace, mais en fait, c'est dans des ballons géants qui montent à peu près à 30 km d'altitude. C'est quasiment l'espace. Là.
Puis c'est ça. Donc, je travaille là-dessus, y compris bientôt un satellite, si tout va bien, qui va être lancé par l'Agence spatiale européenne pour faire ça. Donc, c'est vraiment stimulant. On ne sait jamais en recherche qu'est-ce qui nous attend, là. On lance des perches, là, puis des fois, ça débloque. Puis là, ça, c'est un exemple, là. Je veux dire, si on réussit à mettre un satellite dans l'espace pour détecter la pollution lumineuse, ça va être une révolution là, dans notre domaine. Donc là, il y a tes sujets de recherche en ce moment, est-ce que c'est la pollution lumineuse à temps plein ou... Oui. Oui? OK. En fait, ma formation, moi, c'était plus les aérosols, les particules qui sont dans l'atmosphère, puis en lien avec le changement climatique. Quand j'ai commencé, j'étudiais ça, en fait, mais je me disais, bon, ben, il n'y a pas de mesure la nuit, hein, c'est tout le jour, les mesures atmosphériques ou presque. Puis là, je m'étais dit, peut-être qu'il y aurait moyen de développer des méthodes nocturnes. Évidemment, je suis un astrophysicien, ça m'aidait à penser à ce genre d'idées-là. Mais donc, c'est ça qui a démarré le projet, en fait, là. L'idée, c'était d'utiliser la pollution lumineuse pour détecter les polluants atmosphériques. Donc là, le problème ou l'avantage, je ne sais pas vraiment le problème, mais la situation a fait qu'en démarrant ce projet-là, j'ai découvert qu'il y avait très peu de recherche sur la pollution lumineuse jusqu'à date. Puis que finalement, j'étais un des premiers à commencer ça. Fait que ça a été tellement stimulant, puis il y avait tellement de possibilités que le volet pollution atmosphérique a un peu pris le bord, si on veut. Mais là, depuis 2 ans, on travaille, j'ai un nouvel étudiant en maîtrise là, qui travaille sur ce sujet-là. Donc, j'y reviens après 16 ans de pause, on va dire, là, mais c'est encore d'actualité parce qu'on le sait, là, les changements climatiques, c'est quelque chose d'important dans notre vie, puis ça va le devenir de plus en plus. Fait que connaître ce qui se passe la nuit, là, c'est la moitié du temps. Hein? Fait qu'actuellement, on ne connaît pas la moitié du temps, en gros. Fait que c'est quand même un projet ou un sujet très intéressant. Donc, il y a vraiment un lien entre la pollution atmosphérique et la pollution lumineuse. Puis là, c'est Oui, ça que tout tu à peux fait. étudier grâce à la pollution lumineuse. Tu es capable de Exact. savoir qu'est-ce qui se passe la nuit dans l'atmosphère. Puis Pour donc, comme... simplifier vraiment l'idée, là, c'est que qu'est-ce qui fait la pollution lumineuse pour un astronome? C'est lorsqu'on regarde le ciel, qu'est-ce qui arrive là? C'est qu'il y a des particules dans l'air, puis si vous avez des lampadaires pas trop loin de vous, quand je dis pas trop loin, ça peut être 200-300 km quand même, là, mais s'il y a beaucoup de lampadaires loin, ça a un gros effet. Mais s'il y a des lampadaires au sol, grosso modo, la lumière va frapper ces particules-là, puis va revenir vers votre œil. Tu sais. Fait que là, il y a une compétition entre cette lumière artificielle-là et la lumière qu'on veut observer, les étoiles. Donc, c'est ça la pollution lumineuse astronomique. Puis, au fond, on comprend assez rapidement que la quantité de particules dans l'air a un lien direct avec ça. Fait que si on avait, par exemple, zéro pollution, il y aurait moins de pollution lumineuse aussi. Ça Mais veut dire, là, donc, c'est plusieurs facteurs. Hein. Il y a la quantité de lumière, la quantité de particules, etc. ça veut dire qu'il faut jouer à la fois sur la pollution atmosphérique puis sur l'éclairage, pas juste sur Oui, l'éclairage. c'est ça. Ben, ça veut dire que si on coupe l'éclairage, il n'y a plus trop de problèmes de ce côté-là. Là. Oui, j'avoue. Ouais. Mais oui, on peut jouer OK. sur les deux tableaux, effectivement. OK. C'est intéressant. Puis, est-ce que, là, j'ai plein de questions sur, là, j'ai l'expert, là, puis nous, on se fait souvent poser des questions là-dessus. Donc là, je me regarde. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un lien sur la santé pour les humains à Ah, cause de la oui, pollution lumineuse? ben oui, ça paraît surprenant, mais j'ai moi-même participé à une étude probablement la plus importante à date là-dessus, avec des collègues de Barcelone, entre autres, puis de Madrid. On a développé, en fait, toute une méthode. OK. Peut-être certains de vos auditeurs savent que les astronautes prennent des photos la nuit, des photos des Oui. villes, en fait, depuis la station orbitale. Puis, donc, c'est des photos couleurs. C'est avec un appareil photo numérique normal, là. Bon, quand même de bonne qualité, mais qu'on pourrait s'acheter Comme nous-mêmes. on peut avoir, nous, là. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ils font des belles photos. Puis, le but initial de ce projet-là, qui est toujours en cours, là, c'est juste de faire des belles photos. Sauf qu'avec certains collègues, on s'est dit, ben, peut-être qu'on pourrait utiliser ça comme données scientifiques. Puis on a réussi, en fait. Là, il y a un article scientifique qui va sortir dans quelques semaines là, sur comment traiter ces données-là pour réussir à les utiliser scientifiquement. Donc, ça marche. Puis là, ce qu'on a fait, nous, on s'est dit, ben là, on a de l'information couleur, hein, parce qu'une photo, ça a les trois couleurs rouge, vert, bleu. Puis on s'est dit peut-être qu'on peut regarder, maintenant qu'ils sont calibrés, s'il y a un lien statistique au moins entre certaines maladies puis la lumière la nuit. Donc, on a pris des images. La première étude, là, ça a été sur Barcelone puis Madrid.
parce que, bon, ben, pas une partie des collaborateurs travaillent là, entre autres, mais on a juste regardé, on a fait des corrélations avec des données épidémiologiques, c'est-à-dire des études à long terme sur l'état de santé des gens. Dans ce cas-là, c'était en Espagne. Puis, on a essayé de croiser ces données-là, tout simplement, puis on s'est rendu compte que, étonnamment, la lumière, la quantité de lumière visible, donc ce qui sert à voir là, dans nos rues, n'a aucun lien avec les maladies qu'on a étudiées. Mais lorsqu'on regarde la lumière bleue, juste la proportion de bleu dans la lumière qu'on a, là, tout à coup, il y a un lien très, très fort. Puis quand je dis bleu, là, c'est sûr que dans les rues, vous ne verrez jamais un lampadaire bleu. Là. Tu sais, c'est pas ça. Mhm. Mais si vous avez un lampadaire bien blanc, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bleu. Il y a au moins le tiers de la lumière qui est bleu là-dedans. C'est un mélange de couleurs Ouais. qui fait le blanc. Donc, nous, en fait, ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, là, on a deux études à ce jour. On a vu un lien, grosso modo, là, si je veux simplifier le résultat, d'à peu près 2 fois plus de cas de cancer du sein, prostate et colorectal lorsqu'on a un lampadaire blanc devant notre maison. Mais pourquoi? OK. Le pourquoi, c'est une bonne question. Puis là, je suis obligé de dire qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas Mais encore. Ouais. on ne sait pas encore. On a des pistes. Les pistes, c'est que peut-être que certaines personnes ont entendu parler de la mélatonine, qui est une Mhm. hormone. En fait, on va la décrire là, pour faire très vulgariser. C'est le chef d'orchestre hormonal. OK? La mélatonine contrôle aussi plein d'autres cycles hormonaux. Entre autres, un cycle qu'on connaît très bien, c'est l'horloge biologique. Mhm. Donc, l'état de veille et de repos, au fond, qu'on a à tous les jours, grâce à bon, lié à la lumière du soleil, peut-être, hein? Ça, mais maintenant aussi, oui, c'est le soleil qui fait ça, c'est la lumière. Donc, OK. la question est que lorsqu'il y a absence de lumière bleue, la mélatonine est sécrétée lorsqu'il y a d'absence de bleu. Donc, généralement, c'est la nuit que ça se passe. Mais si Mhm. on vit dans une ville où il y a beaucoup de pollution lumineuse, puis en plus que les lampadaires sont blancs, donc qui contiennent beaucoup de bleu, il est envisageable de penser qu'il y a moins de mélatonine de produit dans notre corps. Bon, ça c'est la première étape. Deuxième étape, pourquoi la mélatonine donnerait le cancer? Hein? Pourquoi l'absence de mélatonine plutôt? Ben, en fait, c'est que on commence à comprendre là, que la mélatonine est un antioxydant. Donc, la diminution du taux d'hormone mélatonine la nuit est un élément qui baisse notre défense, si on veut, de protection contre les cellules précancéreuses. OK. Donc, finalement, ça ne donne pas le cancer. Ça l'empêche, notre métabolisme, de lutter contre l'arrivée du cancer. Je dis empêche, c'est un peu fort, là, mais ça diminue sa capacité à lutter. Donc, c'est ce qu'on sait maintenant, mais comme je vous dis, Vraiment c'est prémisse. encore, il y a beaucoup de travail à faire. Puis actuellement, justement, le projet, j'ai évoqué tantôt, là, de ballon, là, le but de ce projet-là, c'est carrément, plutôt que d'attendre que les astronautes nous envoient des photos, d'aller faire les photos qu'on a de besoin. C'est parce Mhm. que, entre autres, il y a un des éléments qui n'est pas évident, là, c'est que la lumière, tu sais, qui risque de nous influencer, c'est celle qui rentre dans nos chambres, dans nos fenêtres. Ouais. Puis celle qu'on voit depuis la station orbitale, c'est pas cette lumière-là, c'est celle qui monte vers le ciel. Donc là, je travaille justement à mes recherches. Là, une bonne partie de mon temps actuellement, c'est de voir comment on peut lier celle qui monte vers le ciel à celle qui rentre dans les fenêtres. Là, en développant différents appareils, modèles numériques, modèles informatiques, on essaie de deviner cette quantité-là. Et ça va très bien. Là. Donc, Puis la le mode, là, ballon, le, la le mode ballon est dans d'éclairer 6. ouais. Oui, vas-y, Je voulais dire, excuse-moi. la mode d'éclairer nos maisons avec des espèces de lumière bleue qui montent vers le haut puis vers le bas, tu sais, très, très blanche, là, ça, c'est pas... J'ai tendance à dire que c'est des très mauvaises idées, ça. Bon, content de ne pas être à la mode Tu sais, côté éclairage même extérieur. pour Ouais. vos auditeurs, il y a sans doute une bonne proportion qui sont à Montréal là, ou dans la région. Il y avait un projet de mettre des lumières très blanches avant à Montréal. Moi, j'étais Oui. très préoccupé de ça. Même si on n'avait pas toutes les preuves, hein, il y avait quand même des indications là, comme quoi la lumière bleue pourrait être un élément problématique. Puis, en rencontrant, grâce à d'autres chercheurs du Centre de recherche en astrophysique, là, on a contacté la mairie puis de Montréal. Donc là, la quantité de bleu a été diminuée. Donc, ça pourrait être mieux encore, hein?
Mais Ouais. il y a quand même déjà un effort de fait de ce côté-là. Puis il y a des villes comme Sherbrooke, là, où moi je suis en ce moment, où là, il y a carrément plus de bleu. Nous autres, c'est interdit d'installer des lumières qui contiennent du bleu ici. Mais ça amène à parler d'un... Bon, c'est un vieux projet, mais c'est un ben, vieux projet. Moi, dans le temps où j'étais étudiante au doctorat, j'étais venue faire des conférences là, sur ce projet-là, qui était celui justement de réduire la pollution lumineuse dans le coin de Sherbrooke puis au Mhm. Mont-Mégantic Oui. pour faire la première réserve internationale de ciel étoilé. Peut-être qu'on peut Mhm. faire un rappel aux gens qui ont pas vu ça passer. Mais c'est un projet qui était Oui, extrêmement, ben, qui était innovateur. c'est incroyable. Là. Ben, en fait, on est les premiers au monde. Il y a un organisme international qui reconnaît en fait les actions en lien avec la protection du ciel. Là. Ça s'appelle le Dark Sky Association. Puis, à un moment donné, ils ont mis sur pied un programme de certification de sites. On appelle ça les Dark Sky Reserve ou les réserves de ciel étoilé. On a traduit ça en français comme ça. Puis, dans le fond, là, la région du Mont-Mégantic, y compris la ville de Sherbrooke, qui fait partie de la réserve, est devenue la première réserve internationale de ciel étoilé. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Pour arriver à ça, il fallait changer des luminaires, il fallait enlever diminuer la pollution lumineuse. Donc, les moyens pour faire ça, c'est quoi, au fond, tu sais? C'est des questions qu'il fallait se poser à cette époque-là. Moi, j'ai contribué beaucoup, vous pouvez imaginer, là, à ce Ouais. volet-là, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas grand-chose là-dessus. Là. Fait que, donc, les méthodes qui ont été identifiées, c'est éliminer la lumière émise vers le ciel. Ça, c'est assez évident. Mhm. Deuxième chose, éviter les lumières blanches, parce que vous savez hein, que le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est bleu? C'est parce que la lumière bleue a plus de facilité à se diffuser dans l'atmosphère. Donc, si vous avez un lampadaire qui a du bleu dedans, ben, ça fait beaucoup de pollution lumineuse pour la vision du ciel. Là. Donc, ça, c'est un autre élément. Puis, il y en a d'autres, ben, à l'époque, on n'avait pas travaillé là-dessus, mais on pourrait, par exemple, contrôler l'intensité lumineuse des lampadaires en fonction de l'heure. Tu sais, par exemple, à minuit, minuit et demi, peu importe, là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il n'y a plus grand monde sur les routes, sur les rues, fait qu'on pourrait se permettre de réduire la quantité de lumière qu'on émet. Je ne dis pas des fermer, parce que ça, c'est bon. Question de sécurité. Moi, j'aimerais ça, là, mais il faut être réaliste, là. Mais on peut carrément la réduire. Puis juste pour vous donner un petit indice là-dessus, c'est qu'actuellement, je travaille avec l'ONU sur un rapport qui va être remis, donc une directive pour tous les pays du monde. Puis ce qu'on suggère, c'est après minuit de réduire à 10% la quantité de lumière. Ça se fait déjà à certains endroits dans le monde, pas au Québec, mais ça se fait déjà. Donc c'est quelque chose qui s'en vient, je pense. Là. Puis, Mais il faut convaincre les oui, villes ou les pays en question que la c'est ça. sécurité n'est pas en jeu, puis qu'il y a des Exactement. économies d'énergie à faire, dans le fond. C'est ça. Puis c'est le cas, hein, ben, il n'y a aucune étude, il y a autant d'études qui montrent que, ça c'est amusant. Là. Si on regarde les études scientifiques, il y a autant d'études qui démontrent que plus de lumière est sécuritaire que d'études qui démontrent que plus de lumière est plus dangereux. OK. Donc, il n'y C'est a pas incroyable. vraiment de... Autrement dit, on ne sait pas ce qui se passe là. Ouais. Fait que c'est commencer à donner c'est un argument souvent invoqué là, certains décideurs, puis aussi, comme par hasard, je dirais, des gens de l'industrie de l'éclairage, comme quoi ça prend absolument de la lumière pour être sécuritaire. C'est peut-être vrai, mais c'est pas vrai qu'on peut l'affirmer. Mais à Okay? quel niveau, Puis, puis c'est ça, à quelle c'est intensité? ça, exactement. Toute la question est là, puis effectivement, c'est quelque chose. Puis tu sais, ça dépend du contexte. Je donne un exemple, là, qu'il y a des projets pilotes qui ont été faits où on ferme les lumières, où on les baisse de façon drastique, puis tout à coup, le nombre de cambriolages diminue. Donc, puis à d'autres places, ça augmente. Tu sais, fait que c'est OK. bon. Ben, dans le cas des cambriolages, on a compris après ça s'est fait à 2, 3 endroits dans le monde. Là, puis on a compris que c'était parce que sans lumière, les voleurs avaient besoin de lampes de poche. Là. OK. Puis là, il était... Fait qu'on on les identifiait facilement. Fait que ça, là, le monde a appelé la police rapidement, puis ça a réglé le problème. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on ne sait pas quel niveau ça prend, puis dans quel contexte. Fait que, se limiter à cause de ça, quand on ne sait pas, je veux dire, en tout cas, là, ce Mhm. qu'on sait, c'est que trop de lumière, c'est dangereux pour la santé et pour l'environnement. Donc, moi, je me dis, la décision est facile à prendre. Ben, c'est ça, parce qu'il y a un impact aussi sur les animaux, je pense, mais ce Oui, que je ça, c'est voulais... très bien documenté. Ouais, sur le Oui, oui. cycle.
J'avais vu Ben, sur les en fait, plusieurs espèces, tortues, là, les puis on en oiseaux. découvre toujours. Le départ de ça, c'était les tortues marines là, qui sont menacées. Là. Mhm. Puis c'est pas compliqué. Quand les petites tortues sortent du sol après l'éclosion des œufs, ben, naturellement, ils se dirigeaient vers la mer. Tu sais, c'est sur les plages là, qui, sont, qui sortent. Là. Puis ils se dirigeaient vers l'eau parce que on a compris ça récemment, là, assez récemment, que c'était la réflexion de la lumière sur des étoiles là, sur C'est l'eau de la qui lune. faisait qu'ils pouvaient s'orienter. Alors que lorsqu'on a un lampadaire, ils se mettent à tourner autour des lampadaires. Un peu comme les insectes, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de Incroyable. mortalité à cause de ça. Puis, il y a maintenant aussi les oiseaux migrateurs. Tu sais, avant, on pensait que c'était le champ magnétique qui leur permet de s'orienter. Pas du tout, c'est les étoiles. Donc, tout ça, on commence à connaître beaucoup plus des chauves-souris. Vous savez, il y a 2 tiers des espèces animales qui sont nocturnes, donc Et qui là, dépendent de la nuit. les oiseaux s'orientent grâce aux étoiles. Eh oui. Donc, ça veut dire que on ne sait pas trop. Ça, c'est amusant parce qu'on ne sait pas trop quoi dans le ciel encore, mais on sait qu'ils s'orientent avec les étoiles. Il y en a qui pensent que c'est quelques étoiles brillantes, puis ils seraient capables de reconnaître ces étoiles-là. Ça, c'est encore très contesté. Il y en a d'autres qui croient que c'est en lien avec la Voie lactée. Vous savez, la Voie lactée Oui, a oui. toujours une orientation nord-sud, plus ou moins. Là. Elle peut être basse à l'horizon, mais donc ça pourrait être une espèce de ligne d'orientation pour eux autres. Ça Mais m'intéresse. ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ici, il y a des lumières. Qu'est-ce qui arrive? Les oiseaux tournent autour des villes. Puis ils meurent là parce qu'ils s'épuisent là. Donc, Hmm. ça, c'est bien connu. Fait que tu fermes les lumières, tout à coup, c'est bizarre, les oiseaux s'orientent tout seuls. Fait que comment. C'est c'est ça. Fait que c'est comme ça. Puis en même temps, il y a peut-être un lien avec les cycles aussi diurnes, saisonniers, là, de durée du jour. Fait que tout ça est vraiment intéressant. Là. C'est drôle parce que la lumière, on a toujours, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est assez généralisé. On pensait que ça n'avait pas d'impact sur rien. Là, je veux dire. Puis là, tout à coup, on se rend compte que, waouh, c'est majeur. C'est une Ouais. pollution, mais c'est aussi un avantage. Là. Les organismes vivants s'en servent. Ça fait les humains puis les autres espèces, ça fait des millions d'années qu'on évolue avec la lumière de jour puis une très grande noirceur la nuit. Donc, c'est normal que, hein, quelque part, nos cycles biologiques soient adaptés à ça, puis en a même de besoin. Ils fonctionnent avec ça depuis toujours. La Ah. Lune, tu sais, la Lune perturbe un peu. On pourrait dire, hey, ça en est de la pollution lumineuse, ça. Mais effectivement, maintenant, c'est connu. Lorsqu'il y a une pleine Lune, vous avez un sommeil moins profond, moins d'heures de sommeil. On s'en rend, bon, Ouais. on Puis s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est un moins bon sommeil. ouais. Les astronomes, on n'aime pas tant la pleine lune parce qu'elle nous éclaire trop. Elle éclaire trop les étoiles. Exactement, Ça, c'est un autre exactement. dossier. Ouais. Euh, Là aussi, ben, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut agir. Donc là, on a parlé de réduire l'éclairage bleu, de réduire l'éclairage vers le J'ai ciel. peut-être une petite diapo que je pourrais Ah, montrer. Là. Je oui, vais essayer de la je trouver. vais Je ne sais pas si c'est juste. possible. Oui, je vais pouvoir te donner le contrôle Je vais du essayer de retrouver PowerPoint, ça dans mes. du vidéo. Tiens, tu pourras. Juste me laisser quelques secondes. Là. Oui, J'ai pas de tombé, on peut problème. continuer à parler pendant ce temps-là. Donc, c'est ça, après ton visuel, ce que j'aimerais voir aussi, c'est les pistes de solutions. Tu sais, ce qui a été fait au Mont-Mégantic, Oui, ça a permis de retrouver un ciel très, très noir. Quand on va au Mont-Mégantic, il y a tellement d'étoiles qu'on a de la misère à se repérer. c'est C'est vraiment incroyable. Hein? incroyable. Oui. C'est redevenu comme ça parce que c'est en 2007 hein, que la réserve a été mise sur pied. Là. Puis Mhm. moi, je peux témoigner que il y a longtemps, là, quand j'étais un jeune adolescent, moi, je faisais de l'astronomie. Puis quand la première fois que je suis allé au Mont-Gantic, je reconnaissais plus le ciel. Là. Il y a tellement d'étoiles. Mais tu sais, dans les années 2000, c'était plus le cas. Là. Puis là, maintenant, on est bon, je dirais presque retourné à ce qu'il y avait avant. C'est quand même extraordinaire. Oui. Euh, tout ça en changeant des lampadaires, mais je vais vous montrer, là, je Oui, vais partager mon bureau pour vous montrer ça. Est-ce que ça oui, fonctionne? oui, ça fonctionne. OK. Donc ici, dans le fond, c'est les 5 paramètres importants sur lesquels on peut jouer si on veut diminuer la pollution lumineuse. Donc, le premier, ben, en fait, c'est des effets, excusez-moi, je n'ai pas mis le bon. Ah, Mais on peut parler de ça un petit peu rapidement. Là. C'est les effets de la pollution lumineuse qui sont connus actuellement sur les végétaux. Vous voyez ici un arbre qui oui. est influencé. En fait, son feuillage ne tombe pas. Donc, il ne se prépare pas pour l'hiver à cause du petit lampadaire qu'il y a là. Wow. Donc, ça a l'air banal, mais ça a une importance capitale sur même certaines cultures, la germination, etc.
Les tortues, on en a parlé. Le changement climatique, regardez ce que ça prend. Si vous avez une ampoule de 100 watts allumée toute la nuit chez vous, là, Oui. c'est ce que vous utilisez en équivalent charbon. Ça, c'est une tonne de charbon pour chaque ampoule de 100 watts. C'est énorme. Bon, Oui. c'est sûr qu'au Québec, on a des barrages hydroélectriques, là, mais aux États-Unis, c'est pas mal du charbon qu'ils utilisent. Oui. Donc, puis dans bien d'autres endroits du monde aussi. Donc, faut agir là-dessus. Les accidents, on en a parlé, puis le cancer. Fait que là, malheureusement, j'ai pas pris la bonne diapo. Je vais essayer de revenir en arrière un peu. Ça vous gêne pas. Pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'est des facteurs, en fait, ce que j'ai identifié là, c'est des facteurs qui vont jouer sur l'augmentation ou la diminution de la pollution lumineuse. Un des premiers, c'est la réflexion. Si on a des bons luminaires, là, des bonnes lumières, elles éclairent vers le bas. Donc, ces lumières-là, elles vont frapper le sol, elles ne vont pas vers les étoiles, elles ne vont pas, en théorie, vers les fenêtres de chambre à coucher. Dans la pratique, ce n'est pas comme ça parce qu'on n'a pas une super belle orientation de luminaire en général, mais un des impacts, si on est dans le meilleur cas, c'est comment la lumière va réfléchir sur la chaussée. La couleur de la chaussée versus la lumière, la couleur de la lumière qu'on émet. Donc, on peut jouer là-dessus. Ça, c'est un exemple, un contre-exemple. Dans le fond, c'est à Los Angeles. Là. Les gens se sont mis à peindre les rues en blanc. Le but de ça, c'est de diminuer les îlots de chaleur. Donc, c'est logique, c'est quand même une bonne idée. Sauf que si on fait ça, on multiplie à peu près par 10 la pollution lumineuse. Donc, une des mesures qui aurait dû être prise, puis là, ça n'a pas été faite, c'est de diminuer par 10 la quantité de lumière des lampadaires. On aurait le même effet au niveau de la sécurité et tout, mais on n'augmenterait pas la pollution lumineuse. Donc, ça, c'est un facteur. Bon, j'ai parlé de l'orientation. On voit ici un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Donc, il faut éviter la lumière vers le ciel, c'est clair. Ouais. Si on voit ce faisceau de lumière-là, c'est parce qu'il y a des particules aussi dans l'air. Donc, les aérosols, là, les petites particules sont importantes. On le voit très bien dans cette image-là. Une des mesures qui est nouvelle, puis d'ailleurs, c'est avec mes recherches que j'ai découvert ça, c'est la présence, l'effet des obstacles. Puis ici, un exemple d'obstacle naturel qui est un arbre, mais pensez aux maisons, aux édifices. On a tendance, au Québec entre autres, mais c'est pas partout comme ça dans le monde, à installer les lampadaires plus haut que les maisons. Donc ça, c'est une erreur parce que si on les met juste un petit peu plus bas, puis en fait même quelques centimètres plus bas que le toit, on vient de diminuer par à peu près entre 2 fois et 5 fois moins de pollution lumineuse. Pourquoi? Parce que la plupart de la lumière va être bloquée très rapidement par les édifices et les obstacles qui sont là. Donc, elle va éclairer la rue, mais pas c'est ça, pas ailleurs. Tu sais, ça va se limiter, dans le fond, à la rue. Ça n'ira pas à la rue voisine. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. C'est une mesure très simple à mettre en place là, quand on fait une rénovation quelconque là, dans les rues. Et puis, la couleur, comme vous voyez ici, c'est majeur. Là. Ça, c'est un exemple où on a des lumières à droite, des lumières au sodium. C'est ce qu'on avait typiquement dans les villes à venir juste il y a quelques années. Puis, ici, des DEL blanches, des LED, si on veut en anglais. Fait que vous voyez la grosse différence. Mais en fait, là-dedans, dans le sodium, il y a à peu près 9 de bleu. Ici, on en a 45, 40. Donc, vous voyez que ça, comme ça diffuse beaucoup dans l'atmosphère, comme ça interfère avec les cycles biologiques, ça peut être préoccupant. Puis là, vous remarquez que comme par hasard, on a augmenté l'intensité de lumière. On évoque souvent, quand on met des LED ou des DEL, là, on dit « Ah, c'est des lumières très efficaces, comme ça, on va économiser l'énergie. » Bien, malheureusement, ça n'arrive jamais, ça. Parce que vu que ça coûte moins cher, ils en mettent plus. Nous autres, ça, ce que je dis là, on l'a démontré avec des images satellites. Il y a une augmentation de la quantité de lumière quand on passe au DEL. Donc, c'est pas vrai qu'on économise. Donc, c'est un argument. Dans le fond, c'est comme s'il coûte moins cher par unité de lumière, là, ça coûte moins cher. Donc, on dit, on va en mettre plus pour le même prix. On s'en rend pas compte, c'est ce qu'on fait. Là. On dirait qu'on est en plein jour, en fait, pour l'animal qui va se promener du côté gauche de l'image. Lui, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Exactement. Puis, ce phénomène-là, là, ça s'appelle les corridors. Maintenant, c'est un nouveau concept en écologie, là, les corridors de noirceur. Parce qu'imaginez-vous que vous êtes le jour un animal, là. Si vous avez un champ où la forêt est toute coupée, c'est un obstacle majeur pour un animal. Je pense
tout le monde peut l'envisager, là, Ouais. c'est qu'il se met en danger, en fait, surtout si c'est une proie, là. Mhm. Fait qu'il se met en danger de traverser un champ. C'est mieux de passer par la forêt. Fait que si on a ça prend, comme on appelle des corridors écologiques, là, pour que les animaux puissent circuler à travers sans traverser ces zones-là. Mais on a découvert récemment que la nuit, c'est pareil, mais c'est pas tant la forêt, c'est la lumière. Donc, si vous avez une zone éclairée, les animaux nocturnes ne voudront pas passer là parce qu'ils se mettent en danger. Donc, puis là, on se rend compte que lorsqu'on fait l'analyse de la distribution de la pollution lumineuse, ben, il n'y en a plus beaucoup de corridors de noirceur. Donc, là, ça, c'est un enjeu majeur, puis il faut recommencer à penser. Fait que ce qu'on voit là, à droite, là, l'espèce de promenade de vélo, j'imagine, je ne suis pas sûr que Mhm. c'est une bicyclette, très éclairée, ben, un animal qui est dans la rivière ici puis qui veut sortir, là, il ne voudra pas passer par là. Fait que là, il est un peu piégé. Fait que peut-être qu'il n'aura plus s'abreuver à la rivière. Oui, c'est qu'il y a des effets sur tout son cycle Ouais. biologique, ses habitudes de vie, etc. Donc, c'est ça. Là, on travaille, entre autres, ici à Sherbrooke, là, on a une petite montagne dans la ville, puis on travaille à restaurer ce genre de corridor de noirceur pour que les animaux puissent passer de la montagne à la rivière, donc continuer à se reproduire et à se nourrir. Hmm. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est intéressant, très intéressant. Euh, Nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, OK. personnellement, j'ai été élevée dans une ville de la Rive-Nord où, quand j'étais préadolescence, là, je voyais un ciel, on se faisait des soirées d'observation dans ma Mhm. cour. Euh, Puis là, ben, ça s'est développé. Il y a eu l'arrivée de plein de concessionnaires auto, puis Ah oui. les serres. Puis là, on a de la misère à voir la lumière aussi. On a carrément perdu notre ciel, puis j'avoue que je ne sais pas quoi faire avec ça. Ben, il y a différentes actions possibles, je dirais, qui partent de l'action personnelle, OK? Un peu comme pour un environnement en général, là. On peut faire des actions soi-même. C'est des petites gouttes dans un grand océan, mais si tout le monde le fait, ça va avoir des effets. Donc, puis l'autre niveau, c'est d'aller questionner nos décideurs là-dessus. Donc, les premières actions, c'est simple. Je dirais, si quelqu'un fait ça, là, vous êtes, si je pouvais vous donner une médaille pollution lumineuse, protection de la nuit ou quelque chose de même, je le ferais. OK. Donc, simplement, moi, je ne dis jamais au monde d'enlever leur lumière. Vous rajoutez un petit dispositif qui existe et qui ne coûte pas cher là, dans des quincailleries. Ça s'appelle un détecteur de mouvement. Mhm. Donc, vous mettez ça sur votre lumière extérieure, puis elle va allumer juste quand il y a quelqu'un qui est là. Des fois, quand il y a un chat ou un chien, là, ça peut être un peu fatigant, mais Mhm. en même temps, c'est pas plus fatigant que c'est toujours ouverte. Là. Ouais, j'avoue. Là, juste en faisant ça, là, on réduit par un facteur 1000 fois à 10 000 fois la quantité de lumière qu'on émet dans l'environnement. Parce qu'en général, il n'y a personne la nuit. Mhm. Donc, il fait que la lumière va rester éteinte. Mais quand on a besoin, elle s'allume. Tu sais, ça existe. C'est juste pas Ah quelque ouais. chose de farfelu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter et ou, hein, c'est des différentes options, mais si on veut être optimal, on fait toutes ces actions-là en même temps. On met une ampoule jaunâtre. On ne met pas un blanc froid, là, un blanc bleu. Ça existe. Même dans le DEL, il y a des DEL ambrés. Si vous allez dans des grandes surfaces, vous allez trouver ça. Les lumières DEL là, sont caractérisées par le nombre de Kelvin. On dit, mettons, je vous donne des exemples, 2700 K, 3000 K, 4000 K. Il existe même des 1800 K. Moi, c'est de ça que je parle. OK. Donc, ce serait un choix intelligent. Si vous ne trouvez pas, ben, 2700, c'est quand même pas si pire. Mais n'allez pas mettre un 4000 ou un 5000. Okay, ça va augmenter énormément la pollution lumineuse. On peut mettre des abat-jours. On peut Ouais. éviter que la lumière vienne vers le ciel. Donc, ça, des fois, il y en a qui ont des luminaires en forme de boule. Là. Ça, il y a la lumière, il y a plus de la moitié de la lumière qui va vers le ciel dans ce cas-là. Fait que peut-être, écoute, si vous êtes préoccupé par ça, il y a un moyen assez simple. Là. Vous mettez de la peinture blanche sur le dessus, la partie supérieure. Le jour, ça va être toujours blanc, la boule, là. Mais la nuit, la lumière ne passera plus. Donc, tu vois, c'est Mhm. toutes sortes de méthodes comme ça simples. OK. Après, ben, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Tu as mentionné les concessionnaires automobiles. Je trouve que c'est un bon exemple. On sait que c'est des gros pollueurs en général. Grosse La lumière raison blanche, principale, tu sais. exactement. Puis c'est bizarre, hein? Les concessionnaires automobiles continuent à éclairer même à 4 heures du matin. Je ne suis pas Mhm. sûr qu'il y a beaucoup de clients potentiels là, qui regardent les autos à cette heure-là. Donc,
Là, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué dans le sens que ça dépend plus de l'individu, mais ça dépend de la collectivité. Ouais. Mais moi, ce que je recommande, puis ça, c'est vrai aussi pour l'éclairage public, là, les rues, c'est questionner votre conseiller. Votre conseiller municipal, il est là pour ça. Ouais. Mentionnez-lui vos préoccupations. C'est sûr que ça va prendre du temps, mais il y en a des gens qui le font déjà. J'ai été informé à plusieurs reprises de ça. Puis les élus, ils savent carrément pas qu'il y a un problème. Donc, à force de se le faire dire, il va y avoir des actions, puis on voit qu'il y a des villes qui l'ont fait. Oui, Donc, oui, oui. ça vaut la peine. C'est sûr que vous n'aurez pas le résultat. C'est pas comme changer votre ampoule. Là. Vous n'aurez Non. pas le résultat le lendemain, là, mais ça a un impact. Puis, je trouve que l'exemple de Sherbrooke, là, je vante un peu ma ville, là, mais c'est un bon exemple. On le fait, nous autres. C'est possible. Mhm. Bon, pour aller plus loin, on pourrait mettre des contrôles sur les luminaires de rue pour fermer ou diminuer l'intensité après minuit ou des choses comme ça. Ça, on ne l'a pas encore. Mais nous autres, on a un règlement municipal pour tout l'éclairage privé et on comprend les concessionnaires et les terrains de sport, par exemple, là, de baseball ou autre. Lorsqu'on a fini nos activités, que ce soit commercial ou public, il y a un règlement qui oblige de fermer les lumières une demi-heure après ou plus tard. Fait que, exemple, un stade de baseball donc la partie finit à 11h30, il n'y a plus d'autres activités après, à minuit, il faut que ce soit éteint. OK. Ça, c'est maintenant inclus dans le règlement. Les concessionnaires auto, pareil. S'ils arrêtent d'ouvrir leur magasin à 9h, ben, à 9h30, il faut que ce soit éteint. Même à Voyez? l'intérieur, Donc, là. à Parce qu'on sait que l'intérieur, c'est non. tout vitré, Non. ça, puis À même... l'intérieur, OK, non. non. Au moins à Il l'extérieur. y a OK. encore des trous. OK. OK. Ça Mais au moins à concerne l'extérieur. l'éclairage extérieur, oui. OK. Puis aussi, par exemple, dans le cas de Sherbrooke aussi, on est allé un peu loin parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait ça. Les concessionnaires auto, on leur empêche de mettre plus que du 2700 K. Donc, on réduit aussi la quantité de bleu. Ceci dit, presque tous les autres commerçants ne doivent pas dépasser 1800 K. Donc, ils ont déjà une permission pas mal spéciale. Mais c'est ça. Je le mentionne en fait, c'est pas pour vanter ma ville, comme je dis, c'est pour dire, avant, on parlait de ce genre de mesures-là, puis ça faisait comme, ben voyons donc. Mhm. Ça n'a pas de bon sens, c'est impossible. Non, ben là, on sait que c'est possible, on le fait. Puis, tu sais, Sherbrooke, c'est pas un village, c'est une grosse ville. Là. Fait que relativement grosse. Parce que c'est C'est ça. possible. On peut demander à nos maires, nos conseillers de faire comme Sherbrooke, tout simplement. Les impacts sont pas juste pour récupérer notre sieste. Je trouve ça quand même assez horrible Oui, qu'on c'est on ça. a on a comme une espèce de couvercle là, qui nous empêche C'est ça. d'accéder à nos étoiles. Pour moi, c'est impensable, mais il y a aussi il y a une justification pour notre santé et pour l'écologie. En Donc, fait, moi, je trouve que, tu sais, bien que j'adore regarder le ciel, là, je mhm. ne mets pas en cause ça du tout. Mais franchement, ce qui me préoccupe le plus, c'est la santé en ce moment parce que c'est pour ça que j'ai un peu tourné mes recherches dans ce domaine-là parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens là, et je veux dire, on met, dans le fond, nos concitoyens, on met toute la population un peu en danger potentiellement avec ce qu'on fait là, sans trop y penser. Hein. C'est pas de la mauvaise volonté, là. On fait juste n'importe quoi finalement. Ouais, Fait que, tu sais, on c'est pense ça. bien faire, mais Ouais, dans le fond, c'est pas le cas. exactement. Puis, tu sais, Montréal, par exemple, Montréal a changé son éclairage ou est en train de compléter ce changement-là. C'est des DEL, puis ils ont mis des systèmes de contrôle. Fait que ce serait assez facile pour la ville de Montréal de dire, bon, ben, à minuit, là, on coupe de moitié l'intensité de lumière. On ne l'éteint pas, on fait juste la diminuer. Puis là, ben, garde même la recommandation de l'ONU, ça va être 10 fois moins. Fait que imagine-toi Montréal qui diminue après minuit à 10 fois moins, ben, Marie-Michel, tu pourrais regarder la Voie lactée à Montréal. Imagine New York. Incroyable. Mais c'est faisable. Tout ça est faisable. Ouais. Puis il y a des endroits dans le monde où ils le font déjà, puis ça marche. Tu sais, c'est pas une hérésie. C'est faisable. Puis on parle justement de toute l'énergie qui est consommée. Bon, de plus en plus de climatiseurs, par exemple. Oui. Ben là, au moins, si on Oui, récupère oui, aux endroits où on n'a pas c'est ça. besoin de consommer, ça peut faire une différence aussi, là. Oui, oui, c'est ça. Comme je disais, les changements climatiques aussi, ça a un impact, la demande énergétique. C'est quand même majeur. Tu sais, quand on y pense, c'est bizarre
Est-ce qu'on ferait ça dans notre maison? On n'a pas tendance à le faire, là, laisser les lumières. Mettons, dans mon sol, je laisse toutes les lumières ouvertes toute la nuit. Non, Il me semble qu'il n'y a personne pas ne fait grand ça. monde qui font ça. Ouais, Mais dehors, on fait ça, puis personne ne se pose de questions, c'est normal. Alors ouais, qu'il n'y a pas personne dans les rues, là, très peu. Il y a ouais, des j'avoue. dispositifs aussi avec les nouvelles technologies. Tu sais, on peut avoir des détecteurs de mouvement sur les lampadaires. Ça, c'est génial parce que les lampadaires, maintenant, peuvent se parler avec du Wi-Fi, là, un genre de Wi-Fi, c'est pas Ah, vraiment oui, cette OK. technologie-là. Fait qu'on on peut mettre, puis ça se fait à certains endroits, des détecteurs de mouvement sur chaque lampadaire. Puis, tu sais, quand un lampadaire détecte une voiture ou une personne qui marche, il informe les deux autres lampadaires La comme rue quoi il y a s'allume. quelqu'un, puis là, il s'allume, puis la lumière va suivre là, le mouvement. Donc, ça. Puis, tu sais, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont laisser la lumière allumée pendant 5 minutes supplémentaires. Puis là, tranquillement, l'intensité va baisser jusqu'au niveau minimum. On garde toujours une lumière pour, en se disant, ben, ça peut aider à la sécurité quand même, là. Mais en mettre trop, ça ne donne rien. Il faut savoir aussi que l'œil humain là, est très adaptatif à l'éclairage. Au niveau d'éclairage, notre pupille s'agrandit. On peut s'habituer à un niveau beaucoup moins élevé que ce qu'on a dans nos rues actuellement, Ouais. Puis nuit sans, puis pleine sans lune. avoir sans même s'en rendre compte. Et le monde Mégantic garde le lac Mégantic, là, qui est une municipalité autour du mont Mégantic. On a changé, on a diminué à 25 l'intensité de lumière sur un boulevard. Personne ne s'en est rendu compte. Évidemment, le changement était fait le jour, là. Fait que d'une nuit à l'autre, personne. Parce que la municipalité est inquiète d'avoir des plaintes et tout ça, là, OK. mais il n'y en a pas eu. Donc, on conclut que personne ne s'en est rendu compte. On a de l'espace. Oui, il y a beaucoup d'espace. Ben, merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps de nous parler. Je vais juste reprendre le contrôle de la réunion, s'il te plaît. Puis, ben, ça a été un plaisir de pouvoir parler des derniers développements dans ce domaine-là, puis de la bouche d'un expert. Alors, merci beaucoup. Et Merci. puis, je te souhaite bonne chance pour tes recherches, puis on va se tenir au courant pour les résultats de l'article qui va sortir bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir.